Bienvenue au Backlog Podcast. Hey, aujourd'hui, on fête le Noël du campeur. En tout cas, j'imagine, là, la date de sortie du podcast, pas mal la date du Noël du campeur. Je reçois aujourd'hui le Père Noël d'Arcade Québec, Jeff Dion, qui est venu nous parler de tout ce qu'ils ont fait, des jeux qu'ils jouent présentement, de tout ce qu'ils ont fait là avec Arcade Québec. C'est le 10e épisode, donc on est vraiment sur le bord de rattraper tous les épisodes que Arcade Québec a fait depuis 10 ans. Ça a été une super belle rencontre encore une fois. Quelqu'un qu'on n'a pas vu souvent en dehors d'Arcade Québec qui est venu nous parler un peu de ce qu'il aime dans les jeux vidéo. Puis c'était super intéressant. Fait que j'espère que vous allez avoir autant de fun que moi, que j'en ai eu dans cet enregistrement-là avec Jeff Dion d'Arcade Québec. Bon podcast! Bienvenue au Backlog Podcast. Je présente Jeff Dion d'Arcade Québec. Hey, content de t'avoir avec moi ce soir. Mais merci pour l'invitation. Je sais qu'on a eu de la misère à aligner nos horaires, là, mais très content d'être là. Ben, c'est sûr que des horaires de papa et de fils, de ce que je comprends, c'est toujours prioritaire et c'est super important de passer ça dans le Oui, ben c'est ça. En plus, je t'ai cancellé ça là, 5 minutes avant le début la semaine passée. Je me trouvais un peu poche. À peu près, mais j'ai taponné dans mes affaires de fichiers puis de montage puis tout. Fait que dans le fond, j'ai recyclé cette période-là pour le faire. Ça a été bien parfait comme ça. Puis, tu sais, quelque part, j'aime autant avoir des gens qui sont là parce qu'ils ont le goût d'être là que de forcer puis de... Comme pas. Si on fait ça pour le fun. Oui. Là, dans le fond, t'es chez Arcade Québec depuis... Ben, t'es depuis le début chez Arcade Québec, de ce que je comprends. Oui, je fais partie de l'équipe... L'équipe fondatrice d'Arcade Québec, on était 3. C'est l'idée, à la base, c'est l'idée de Stéphane Goulet, l'animateur du show. Puis il avait recruté 2 de ses amis pour faire ça. Nous autres, on s'est dit, on va le faire, on va jaser, on va faire 20 minutes. Puis ça sera pas écoutable, puis ça sera ça. Fait que quasiment 500 shows plus tard, là, on est rendu avec une formule rodée. On fait des 1h15, 1h30. Guillaume, qui est notre membre substitut, il est arrivé, je pense, au 22e épisode, quelque chose de genre. Fait que lui aussi, là, il fait partie de la gang, là, bien intégré. Là. Donc, fait que t'es un des pas chanceux qui a rencontré Stéphane et qui s'est fait embarquer dans cette histoire-là. Ah, mais je le connais depuis qu'on est ado. Là, ça va faire au-dessus de 25 ans qu'on se connaît puis qu'on déconne ensemble. Fait que le podcast, c'était un show qui a commencé il y a une dizaine d'années sur un coup de tête. Ouais. Puis on s'est dit, bon, go, on le laissait. OK. Tu l'as rencontré où à l'école? Dans le temps, j'imagine, tu remontes dans le temps. Ben, oui et non. On n'allait même pas à la même école. C'est son petit frère. Ben, en fait, Stéphane a 2 frères. Le frère moyen, le frère du milieu, allait à la même école que moi. Puis ça donne qu'on se tenait avec lui. Puis on l'a connu parce qu'à un moment donné, on est allé chez eux. Puis à ce moment-là, on se connaissait, mais on n'était pas tant amis. On était dans des parties ensemble. On jasait ensemble. Il riait de moi parce que j'étais l'ami de son frère. OK. Mais ça a été plus tard là, qu'on est vraiment là, devenus amis. On s'est mis à aller à la pêche. À un moment donné, il y avait une terre, lui, dans le nord des Escoumins. Il partageait une terre avec 9 autres personnes. Puis on allait pêcher là, puis on avait bien du fun. Puis c'est là que ça a continué. Là, ça a vraiment développé le début de la vie adulte, je dirais. OK. Fait qu'il t'a volé à son frère, puis là, vous êtes rendus amis. Puis... Ouais, ben son frère est encore ami aussi. Et je le côtoie moins souvent parce que, justement, Stéphane, j'ai un podcast avec lui à toutes les semaines. On n'a presque pas manqué. J'en ai presque pas manqué. Stéphane, je pense qu'il n'en a pas manqué une. C'est quand même... C'est quand même à toutes les semaines. Ah oui, c'est très, très hot là, quand même de réussir à tenir tout ça puis de produire, d'avoir les idées, parce que ça demande quand même un peu de travail. En termes de préparation, ça te demande un peu de temps? T'as-tu... En termes de préparation, moi, là, je vais le dire, là, c'est 0. 0. Le document de préparation, là, j'ai aucune idée avant que je l'ouvre. Souvent, je l'ouvre 5 minutes avant le show. Puis, à force de se roder, au début, oui, là, on mettait 1 heure à peu près avant le show pour préparer le document. Là, Stéphane est rendu qui prépare les nouvelles, sont déjà formatées, prêtes à ce que je les lise. Quand je m'enfarge sur une nouvelle, il sait pourquoi. Puis, la fois d'après, les nouvelles sont arrangées. Fait que j'ai vraiment là une job assez peinarde dans Arcade Québec. OK. Fait que c'est un tout inclus dans Arcade Québec. Oui. La seule partie que j'ai, moi, après, c'est je fais le visuel après. Donc, les bannières de cover, tout ce qui est image visuelle pour la page Facebook, le site web qui est plus maintenu non plus depuis quasiment 2 ans.
Quand j'ai souligné ça à Stéphane, il avait un peu honte, là, mais... OK. Donc, fait qu'il n'y a plus de... Ben non, c'est ça. OK, c'est bon. Fait que vous partagez la job quelque part. Tout le monde a son petit morceau à faire. Puis, Exact. Guillaume fait la mise en onde. Là, lui, c'est le maître du streaming. Là. Il nous prépare tout ça. Il ramasse les liens. Il présente les images. Il fait les layouts avec OBS. Pendant ce temps-là, ben, Stéphane puis moi, on se fallait la gueule. Puis on sait qu'on est en bonne main avec Guillaume. Là. Il gère toute la technique. Puis il fait ça de main de maître. C'est intéressant. Je vous regarde pas souvent. Je vous écoute souvent, mais je vous regarde pas souvent. Fait que ce bout-là de manipulation, j'avais vraiment pas porté attention. En tout cas, j'avais pas vu ça, cette situation-là. Puis, il y a une affaire que je voudrais faire là. Puis que je pense que Stéphane vous en a jamais parlé, mais je suis vraiment désolé. Mais vraiment désolé. Je vous avais rencontré... Ouais, non, c'est ça. Je vous avais rencontré à un moment donné au Comic-Con à Québec. Puis, Stéphane, je suis allé voir Stéphane, puis j'avais dit, hey, c'est vraiment hot quand tu fais qu'est-ce que vous avez joué cette semaine? Je savais qu'elle allait venir cette question-là. Puis, non, c'est même pas une question, je vais arrêter ça tout de suite après, mais moi, non, je suis vraiment dans un mode d'excuse, parce que comme je l'ai encouragé là-dedans, puis j'ai dit, continue, c'est vraiment hot, là, je suis plus capable de l'entendre, ce bout-là. Puis je me dis que vous autres, vous devez être à la même place que moi, puis là, c'est de ma faute, parce que là, il m'a écouté, puis il l'a appliqué depuis ce temps-là, fait que, sincèrement, je m'excuse. Regarde, il y a plein de monde qui disent qu'ils aiment ça. Moi, en fait, le bout qui m'énerve, c'est qu'ils recyclent beaucoup. Et ça finit souvent avec de l'autogratification. Avec quoi t'as joué, à part ton corps cette semaine? Là. Oui. C'est souvent ça qui revient avec Stéphane. Fait que je comprends qu'il est tout seul dans le bois. Il s'astique le bâtonnet, mais il est pas obligé de nous en parler live dans son show. Ouais. OK. Message passé, c'est intéressant. Effectivement, là, il est parti là, de ce que je comprends. Là, il est parti dans son bois. Exact. C'est quasiment comme un snowbird, mais dans le bois. Il fait quasiment 6 mois. Fait comme ça, il est plus. Il parle plus de son anatomie quand il sort de la ville. Ben, j'ai le feeling que oui. Super. Toi, là, dans le fond, ça fait-tu longtemps que tu games? Ça vient de où, ta passion pour les jeux vidéo puis le gaming? Le jeu vidéo, ça date, là. J'avais 6-7 ans peut-être. Je jouais sur un Atari chez mon cousin au début. Moi, je connaissais pas ça, les jeux vidéo. Lui, il avait ça là avec 4 couleurs, les manettes avec les joysticks. Puis on avait bien du fun. Puis jamais mes parents ont voulu m'acheter ça. Mais quand c'est le temps d'avoir la NES, ça, j'ai pu l'avoir avec mon frère. Donc, à 2, on a eu la NES. Puis j'ai su par après que même quand mes parents l'avaient acheté, ils l'ont acheté là, quand il était à l'automne. Puis le soir, il sortait de la boîte, il jouait quand on était couché. Mes parents jouaient à Tetris, puis ils jouaient à Mario. Il a recaché pour le lendemain. Puis juste avant Noël, ben là, il l'avait emballé pour le mettre en dessous de l'arbre de Noël. Okay. C'est donc bien drôle, ça. Puis tu te souviens-tu de tes premiers jeux Atari? Juste pour le... Tu te souviens-tu à quoi tu jouais? Aucune idée. J'ai aucune idée. Là, je me souviens, il me semble qu'il y avait un truc de bateau qui se promenait dans les canaux, là, puis il fallait tirer sur des installations militaires. Mais je me souviens plus c'était quoi le nom du jeu. Moi, j'ai eu un G-Mini. Je sais pas s'il y a du monde dans la gang qui se souvient de ça. C'était une version Atari, mais faite par une autre compagnie. Fait que tu prenais les cassettes d'Atari et tu mettais ça dedans. OK, donc c'était compatible, mais pas... Non, c'était compatible, mais ouais, c'est ça. C'était quand même... En tout cas, il me semble que c'était ça, là, parce que c'était très loin dans ma tête, puis ça fait longtemps que j'ai plus cette console-là. Puis après ça, quand puis NES, tu te souviens de tes premiers jeux où t'as vraiment trippé, là? À quoi j'ai joué au NES? Mario 3. Mario 3, je pense que c'est mon gros, là. Je me souviens avec... Ouais, non, c'est ça. Je pense que Mario 3, c'était le top. Zelda, pas tant à cette époque-là. Tetris, un peu, mais je trouvais ça plate. Dr. Mario... Mais c'est quoi les jeux que j'ai? Je m'en souviens plus. Je pense que je les ai tous dans le sous-sol ici. Puis je pense que je ne l'ai jamais sorti, le Nintendo. Ah, OK, t'as tout ton stock. Tu t'es rien débarrassé de cette période-là? Ben, en tout cas, il me semble que non. Il me semble que j'ai tout. Mais il faudrait que je fouille dans mes boîtes. Là. C'est des boîtes que j'ai déménagées à plusieurs reprises sans les défaire. OK, fait que t'aurais une belle surprise de ressortir ça. Oui. Sinon, je les ai tous enchaînés après le Nintendo. J'étais Nintendo à côté là, jusqu'à la Wii. OK. Donc, j'ai fait le Super NES, j'ai fait le Nintendo 64, le GameCube, la Wii. La Wii, quand ça sortait avec la manette, là, c'était merveilleux, ça. Effectivement.
après ça, j'ai fait une petite incursion du côté de PlayStation parce que j'avais trouvé un super deal pour Guitar Hero 2 quand c'était la folie. Je l'avais acheté que pour Guitar Hero. Donc, OK, puis toi, t'étais un peu... j'avais pas joué à aucun autre jeu sur PlayStation. Non, je n'avais acheté aucun autre. Okay. J'avais juste Guitar Hero avec 2 guitares, puis c'était le jeu de party par excellence. C'est clair. Puis t'as revendu... Ah non, t'as ça dans la cave, j'imagine, avec ce que tu viens de me dire tantôt. Non, tout ce qui est Nintendo, je l'ai encore. Le PlayStation, il est disparu. Ça a disparu. Tu sais pas ce qu'il est rendu. Non. Fait que t'étais vraiment quelqu'un de Nintendo. Tu jouais-tu à PC dans ce temps-là? Parce que je pense que là, tu joues PC un peu. J'ai eu un PC quand j'ai pu me le payer. Non, c'est pas vrai, j'en ai eu un. Mes parents en ont acheté un. J'ai joué un peu StarCraft, le premier, c'est vrai. De grosses années, je me souviens. Là, j'avais le temps le matin quand je me levais d'enfiler 2 games de StarCraft avant d'aller prendre l'autobus pour aller à l'école. Fait que le matin, je me dépêchais, je mangeais. J'allais faire 2 games de StarCraft. J'écrasais les joueurs contre qui je jouais. Puis après ça, je m'en allais à l'école. T'es humilié, comme prendre des expressions, oui, Stéphane. Je tombais, en même temps, j'étais pas fin. Là, je tombais sur des games, là, les No Rush 20. Mais moi, je jouais Zerg après 5 minutes. C'était le rush qui était parti. Là. OK. Fait que... probablement, j'en ai fait sacrer plusieurs à ce moment-là. Oui, j'imagine. Fait que c'est ça. Fait que là, t'es rendu quoi au niveau secondaire, puis tu es encore dans Nintendo. T'as-tu acheté des consoles comme Xbox, PlayStation, ou c'est dans cette période-là? Plus tard, la Xbox 360, je l'ai acheté pour le jeu Crowmounds, qui était un jeu de From Software dans lequel tu construisais ton mech. Donc, tu choisissais ton plateforme, ton cockpit, ton moteur, puis tu pouvais positionner tes objets pour cacher ton cockpit. Tu avais des classes. En fonction du châssis que tu choisissais, tu avais des classes. Puis le but, c'était de jouer dans une carte en 5 contre 5 ou 6 contre 6, si je ne me trompe pas, contre d'autres robots. Donc là-dedans, tu avais un commandant qui lui avait un radar qui permettait de voir la carte. Tu avais des soldats qui étaient super mobiles, super rapides. Eux autres, ils allaient mettre des mines, ils allaient mettre des bombes pour couper la retraite. Tu avais les snipers qui s'installaient, eux autres, sur une position en hauteur pour tirer. Puis quand tu réussissais à bien positionner, par exemple, ton sniper, je m'en souviens, là, lui, c'était mon préféré, t'enlignais tes fusils avec un angle de 45 degrés, puis t'es séquençais pour qu'ils tirent dans le bon ordre. Donc, le premier qui tirait était sa cible, le recul enlignait le deuxième tirait, et ainsi de suite. Fait que tu pouvais en aligner 4 d'un coup, qui envoyait 4 balles l'une en l'air de l'autre. Donc, c'était ce genre d'optimisation de guerre-là, le fun à faire. Okay. Par contre, le jeu est mort parce qu'il n'y avait pas assez de joueurs. OK. Puis tu as le jeu en ligne, donc, mais là, il fallait que tu sois vraiment coordonné avec tes partenaires. Là, si tu te parlais exact. pas. Puis il y avait comme une guerre persistante, 3 factions ensemble, puis tu avais une carte, puis le but c'était de venir prendre le contrôle de la carte. Puis tout dépendant de la faction qui gagnait à la fin, si tu étais dans la faction gagnante, tu pouvais avoir 2 ou 3 morceaux pour mettre sur tes mecs. Si tu perdais, tu en avais peut-être un. OK, puis ça, tu jouais-tu avec des chums? T'étais-tu capable de non, j'avais un de mes chums qui m'a dit « Hey, ce jeu-là est super le fun, je l'avais essayé, puis j'étais jamais capable de me coordonner avec lui pour jouer. Fait que je jouais tout seul chez nous, mais j'avais bien du fun avec ce jeu-là. Puis c'est comme un gros jeu de blocs Lego avec des MechWarrior. Mais en live, là. Ouais, tu jouais du vrai monde, puis... je pense que j'ai passé autant de temps à construire mes mecs qu'à me battre. Mais ça explique des jeux que tu vas nous parler tantôt, par exemple. De ces fans-là. C'est clair, hein? J'ai de la suite des idées. Oui, c'est ça se tient dans ce côté optimisation-là. Ben, c'est cool. Puis, après ça, ton gaming, t'as-tu eu des périodes où t'as moins gamé ou t'as plus gamé? Ou quand t'as sorti de l'adolescence, l'école, tout ça, 360, ça fait quand même... À partir du moment où j'ai fini l'école... C'était open bar, le gaming. Là, tout mon temps libre passait là-dessus, sauf si j'avais des activités de prévues. Je suis tombé aussi dans l'enfer qui est World of Warcraft. Donc, ouais, ça, des heures et des heures, au point même de bloquer mon calendrier, mon agenda pour les soirées où j'avais des raids pour pas voir mes amis parce que j'avais des raids avec du monde virtuel à qui je parlais pas pour aller battre, par exemple, Onyxia ou aller faire Molten Core. Donc... aujourd'hui, je me dis, hey, j'aurais le goût de rejouer à ça, mais j'ai pas le temps à mettre là-dessus. Là. J'ai pas. Ben, j'ai ouvert ça, là, peut-être 2 ou 3 ans. J'avais déjà entendu parler en masse, là, mais tu sais, j'avais comme jamais. Je me suis dit, un jour, je vais regarder c'est quoi. Puis après quelques heures, j'ai fait non, je peux pas jouer à ça.
Pas que ça n'a pas de l'air le fun, mais le temps qu'il faut que tu mettes pour devenir bon, comprendre comment ça marche, puis ça te garde dans ce jeu-là. J'ai rencontré Max Tremblay, j'ai fait un podcast avec, qui joue énormément à ce jeu-là, puis c'est ça, ce qu'il m'expliquait, il joue à tous les matins, il y a ça, tous les semaines, c'est pas vrai. À la fin de semaine. Les matins, souvent, il s'installe avec sa communauté, puis il y a une grosse communauté, il l'entretient, puis c'est ça. Fait que je pense que c'est un jeu qui est très... Faut que tu sois engagé dedans pour avoir du fun. Ben, juste le fait que c'est un 15-16$ US par mois pour jouer au jeu, tu dis je vais être rentable. Mettons, il faudrait que ça me coûte à peu près $1 pour être rentable. Il faut que tu sois capable de mettre 20 heures dans ton mois. Fait que toi, tu te stimulais comme ça. Ok, ouais, c'est ça. Toi, tu t'es stimulé en disant faut que ça... Il faut que ça soit rentable. Là, c'est mon budget loisir passe là-dessus. Ben, si ça me coûte, mettons, 150$ par année, parce que quand tu achètes à l'année, c'est moins cher, ben, je veux le rentabiliser. OK. Fait que c'est une motivation pour toi de faire ça comme ça. Donc, t'as-tu encore ce coup d'œil-là quand tu achètes un jeu à 100$ qui dure genre 12 heures? Tu fais-tu ouf, je l'achète pas, il vaut 100$ puis je passerai pas de temps dessus? Tu fais-tu encore ce calcul-là? Pas tout le temps. Ça dépend. Il y a des jeux que je vais acheter puis je me dis je vais avoir du plaisir à le jouer, mais de moins en moins des jeux linéaires, là. 0 plus une barre, là. J'aime pas ça. J'ai pas de plaisir à jouer à un jeu qui me dit, mettons les Assassin's Creed, là, quand ils ont fait le genre de soft reboot de la franchise avec les Origin, Odyssey et Valhalla, j'ai rembarqué à fond dans Origin, j'ai eu du fun, ça a été super. Après ça, je suis embarqué dans Odyssey. Je l'ai pas fini, je l'ai avancé assez, là, les game loops, les game loops étaient le fun. C'est qui était au début, ok, t'as tes petites missions à faire, tu montes en puissance. Là, il y a les mercenaires qui te suivent. Après ça, il faut que tu ailles libérer des régions dans le monde. C'était un super jeu, mais c'était pas un Assassin's Creed, à mon sens. Là. OK. Puis c'est là que tranquillement, j'ai décroché un peu aussi même des Ubisoft ou dire t'es supposé être le héros, mais il manque plein d'aptitudes, plein de compétences. Pour être bon, ça te prend un arbre de talent, il faut que tu te spécialises. C'est un peu le problème que je vois avec les jeux d'Ubisoft aussi, là. Même un open world comme Ghost Recon, les deux derniers qui ont fait Wildland, puis l'autre, je m'en souviens plus c'était quoi le nom, mais t'es un super tier 1 operator, puis il te manque des skills, il te manque des talents. T'es mauvais en partant, c'est ça. Ouais, c'est ça, t'es mauvais en partant. C'est sûr que s'ils l'intègrent dans l'histoire, tu sais, qui te prend comme plus petit, puis qui te ramène dans le temps, puis ils te le font apprendre, mais effectivement, c'est un peu tannant. Par contre, pour l'optimisation, les arbres de compétences de cette grosseur-là, t'as pas... ça t'allume pas ou t'as l'impression? Non, j'ai... moi, intuitivement, quand je regarde les talents puis les arbres de talent, je fais toujours les mauvais choix. Je me dis, il me semble, 0.01% de tel truc... ça sert à rien. Mais finalement, c'est là qu'il faut que tu mettes tous tes points parce que quand t'en as 10, là, ça devient payant. Puis il y a une synergie avec tel autre skill, puis tel autre skill, puis tel autre skill que t'as pas vu. Fait que les jeux, moi, comme Path of Exile, ça m'attire au bout. Puis finalement, ça me retient pas parce que l'arbre de talent, je suis rendu comme... je me prends un guide sur Internet, il me dit comment monter mes affaires. Puis finalement, je joue le guide. C'est le fun, mais pas super le fun. OK. Fait que dans le fond, au bout de la ligne, t'es pas capable d'optimiser tes affaires pour avoir du fun dans ces affaires. Je suis mauvais pour optimiser mes affaires avec des arbres de talent de main. Mais OK. Mais je suis un peu là. Moi aussi. Je les lis. Mais par contre, j'ai pas la même analyse que toi, là. Mais, tu sais, je les lis, je fais comme, ça vaut-tu la peine ou pas? J'ai-tu le goût d'embarquer là-dedans? Puis là, je fais des choix, puis des fois, tu fais comme, crime, il n'y a plus rien qui marche. Là, il y a quelque chose que j'ai pas fait de correct. Puis là, faut que tu redéfasses tout ça, tu recommences. C'est ça, un jeu où tu peux pas faire de reset. C'est un peu mal pris. Mettons, on prend les jeux de Bethesda. Si tu t'engages dans une voie, puis que tu te rends compte finalement t'aimes pas ça, ben ton personnage, soit que tu abandonnes ça, puis tu dis, c'est comme si j'étais 15 niveaux plus bas, puis je vais essayer de me développer dans une autre sphère, ou je recommence mon bonhomme. Les From Software sont comme ça aussi, là. Tu sais, tu pars avec un talent, mais si au bout de 20 heures, tu changes d'idée, t'as jamais l'argent ou t'as jamais Ouais, exact. ce qu'il faut pour dire, je vais acheter l'autre arme, puis je vais repartir dans un autre mode. Elden Ring est un peu plus, il pardonne un peu plus dans ce sens-là, parce que oui, tu vas partir avec une classe, mais pas tant, elle définit pas tant ton style de jeu. Elle te donne un petit boost des fois sur certains éléments en partant. Ouais. Puis tu peux toujours faire une réallocation de tes talents. C'est sûr. Mais si t'as tout mis ton cash dans ton arme,
souvent de revenir. À la fin, ils finissent par te donner des pierres ou peu importe là, ce que tu as besoin, mais souvent, c'est ton style de jeu dépend aussi. En tout cas, dans les espèces de skills qu'il faut monter comme ça, souvent, t'es soit pris par un type de sorcier ou de guerrier, ou ton arme qui est rendue tellement forte que à toute fois, t'en trouves une, tu dis, tabarnouche, j'ai pas ce qu'il faut pour arriver à la moitié de la puissance de mon arme, fait que tu reviens pas en arrière. Fait comme ça, le dernier Assassin's Creed, t'as pas touché à ça. J'ai pas touché, je l'ai même pas regardé. Il m'a pas tenté, pas en tout. Je me disais, oui, la nostalgie m'appelle. Je me dis, un bon Assassin's Creed 2, là, avec Ezio, puis la possibilité de jouer stealth, puis je le regarde, là, puis il me fait trop penser à un Assassin's Creed Unity, qui était le modèle, celui-là en France, là, avec, ou même un peu Syndicate, où tu as deux personnages qui ont des habiletés, aptitudes complémentaires opposées, puis tout dépendant de lequel tu choisis, tu as un style de jeu qui doit s'adapter. Je me suis dit, je suis pas sûr que je suis prêt à mettre un 60 heures dans ce jeu-là. Moi, je l'ai fait avec un personnage. Pas compliqué, là. L'autre, je l'ai fait quand parce qu'il t'oblige à passer par des trails, des fois avec des personnages, mais je préférais le côté féminin des personnages que masculin qui était très trop puissant même. Ça brisait le jeu tellement qu'il était puissant, ce personnage-là. Fait que, mais en tout cas, moi, j'ai bien adoré, mais ça se peut que t'aimes pas ça, ce qu'on dit depuis tantôt. Mettons là, que t'aurais à réapparaître dans un univers de jeu, puis tu pourrais juste vivre là. T'apparaîtrais où? Dans quel monde t'apparaîtrais? Puis quel personnage ou quel... Ben, ça dépend de ce que je veux. Je veux vivre des aventures excitantes ou je veux maximiser ma longévité. Parce que la longévité serait pas la même chose. Si je veux vivre longtemps, j'ai pas joué beaucoup à ce jeu-là, mais un Stardew Valley pourrait faire. Si je veux avoir du fun, probablement qu'un Cyberpunk pourrait être le fun. Un Cyberpunk 2077. Ça serait l'univers où t'aimerais vivre. Moi, Cyberpunk, là, depuis que j'ai commencé à jouer des jeux de rôle sur table, c'est l'univers qui m'a accroché le plus. Même pas Cyberpunk, là, plus Shadowrun, qui est une dérivée de Cyberpunk avec des éléments fantaisistes comme les dragons, les elfes, la magie qui réapparaissent. Mais ça, c'est mon jeu de table par excellence, puis c'est mon univers que j'aime. Des genres de dystopie un peu avec côté un peu noir, un peu. T'es toujours le underdog, t'es jamais le grand héros. Tu te bats contre la machine. Mais là, tu viens de me perdre un peu, puis parce que je sais que Cyberpunk, ça vient d'un jeu de table. Et là, tu viens de faire une twist entre un Cyberpunk jeu vidéo, puis tu viens de nous ramener dans un jeu de table. Que tu étais fait en jeu vidéo, là, l'autre jeu que tu me parlais? Ou, Shadowrun, il y a eu des tentatives en jeu vidéo. Ben, il y a eu des tentatives. Il y a même eu des succès. Il y a eu un jeu au Super NES où tu jouais un personnage, tu te réveillais, t'étais dans une morgue, t'avais été laissé là pour mort. Puis même le médecin légiste pensait que t'étais mort. Fait que finalement, tu te réveilles, tu sors de là, puis ton but, c'est d'aller te venger. Fait que le jeu, puis c'est vraiment, là, on prend tous les éléments de Cyberpunk, là, tout ce qui est le transhumanisme, les implants, l'amélioration du corps, les méga corporations qui ont plus de pouvoir qu'un pays, la police qui est rendue privatisée, tout ce qui peut être privatisé est privatisé. Puis là-dessus, on rajoute une couche de surnaturel un peu à la Donjons et Dragons ou Lord of the Rings. Fait que c'est futuriste. C'est quand même futuriste. Oui. OK. Oui, exact. Ben, attends. Là, je sais qu'on est sur un show. On est sur un show audio, là, mais j'ai mon livre proche. Là. Puis il y a quelques personnes qui regardent dans la vidéo. On est sur YouTube. Ouais. Non, ben c'est ça. Donc, le livre, là, ça, c'est le livre de règles de la 4e ou 5e édition. Puis j'en ai toute une étagère pleine. Mais cet univers-là me parle. Ça parle beaucoup. Donc, c'est là que tu réapparaîtrais. Là, tu parlais de jeux de table. T'es-tu un gamer de jeux de table aussi? T'es-tu un... Ça fait très longtemps. Dernière fois, j'étais mi-vingtaine, probablement. Dernière fois que j'ai eu du temps à consacrer sur une game, sur une base régulière. On jouait toutes les semaines avec des collègues. Puis à un moment donné, ça allait arrêter parce que tout le monde s'est mis à avoir d'autres occupations. Mais oui, Donjons Dragons, beaucoup. J'avais Shadowrun plus jeune. Sinon, c'est pas mal. J'ai joué un peu à Vampire the Masquerade. Donc, qui est un tout autre univers aussi, là, qui est plus dans l'underground, avec le but, c'est de contrôler la ville sans que la ville sache qu'elle se fait contrôler. Puis c'est vraiment un jeu d'influence, un jeu de politique. Donc, ouais. Puis,
changeons un peu le sujet. Là. Toi, dans le fond, t'es programmeur de ce que je comprends. Là, j'y vais avec ce que j'écoute dans mes oreilles puis que j'ai pas nécessairement suivi, pris des notes, mais tu travailles en programmation au niveau de l'ordinateur. T'as-tu programmé des jeux vidéo? T'as-tu joué là-dedans un peu? Non. Ou, Non, mais ça, c'est une autre facette de moi. Là. Moi, j'ai commencé, j'ai fait mon cégep en intégration multimédia parce que j'aimais les jeux vidéo. Puis je me suis dit, je veux aller travailler avec des ordinateurs, je veux faire de la programmation, mais je voulais pas aller juste en programmation. Parce que je me suis dit, ça va être plate. J'avais peur que ce soit plate. Fait que je voulais un élément visuel avec ça. Donc, intégration multimédia, si on s'en ramène au début des années 2000, on faisait des sites web. On faisait aussi des bornes interactives. Donc, par exemple, dans une exposition dans un musée, on avait une exposition, une petite activité ludique qui nous permet, mettons, de comprendre ce qui s'est passé avec le Titanic, par exemple. Ben, c'est ce qu'on faisait. Aujourd'hui, ces bornes-là, c'est rendu la borne que tu as, mettons, pour commander chez McDo. Donc, qui permet de sauver Donc, c'est le même genre de truc, sauf qu'aujourd'hui, on fait ça avec des technologies plus proches des appareils mobiles. Ça ressemble à un gros iPad, puis en arrière, c'est probablement une variante d'Android qui roule là-dessus. Donc, moi, j'ai commencé à faire l'intégration. Donc, l'intégrateur, c'est le gars qui est à la fin de la chaîne de production, qui prend le stock du programmeur, prend le stock du graphiste, prend le stock du monteur vidéo, assemble tout ça pour faire un produit fini. Donc, il peut avoir besoin de faire des ajustements sur les images, sur les vidéos, sur la programmation. Puis, j'ai travaillé dans ce domaine-là pendant 20 ans. À travers ça, j'ai fait un bac en informatique. Et j'ai travaillé souvent sur de la grosse programmation enterprise, là, faire des gros systèmes back-end de gestion de contenu. Donc, j'ai travaillé là, à l'Université Laval pendant plusieurs années. J'ai travaillé sur le gros LMS qui est en train là, d'être développé à l'interne. Donc, LMS, un Learning Management System. Donc, c'est une plateforme pour diffuser du contenu d'enseignement. Et après ça, là, j'ai continué à travailler là pendant une vingtaine d'années de ma carrière. Puis j'ai fait le switch. Là, je suis rendu prof de cégep en informatique. Donc, ça va faire 2 ans. J'adore ça. Tu fais ça. Donc, former la prochaine génération de programmeurs. Puis là, c'est en programmation. T'enseignes des langages ou t'enseignes quoi pour le fun? À date, les cours que j'ai donnés, cours de service web. Donc, ce que je faisais, je l'ai enseigné comment le faire. J'ai donné un cours de base de données, un cours de cybersécurité. Donc, comment protéger et comment pirater des systèmes. Donc, les étudiants dans le cours, on leur fait développer une application web dans laquelle on leur demande vraiment de créer des failles de sécurité connues, documentées. Il faut qu'ils démontrent comment les exploiter, puis il faut qu'ils les corrigent. Donc, on leur fait vraiment faire le tour de si tu programmes mal, à quoi tu t'exposes. Ah, mais c'est super intéressant, ça, quand même. Puis ça, t'as fait ça pour les compagnies pour qui t'as travaillé. Tu avais toujours cet aspect-là, j'imagine. Oui, mais je l'ai pas fait aussi formellement que ça. Je le faisais parce que c'est à gauche et à droite, j'ai pris de l'information, puis je l'appliquais, puis je me documentais. Mais là, d'avoir vraiment un enseignement là, aussi structuré comme ça, là, le prof avec qui je donne le cours, il est super, là, c'est lui qui m'a tout fourni son matériel, je l'ai mis à ma main, mais c'est super, là. Je travaille avec des super bons collègues en plus, c'est super le fun. Ah, c'est vraiment cool. Fait que finalement, t'as jamais travaillé dans le jeu vidéo, t'es jamais allé... Jamais travaillé dans le jeu, j'ai jamais codé de jeu en entier non plus. J'ai fait des micro-prototypes. Genre une game loop avec juste capturer les inputs, déplacer les objets à l'écran, puis c'est tout ce que j'ai fait. C'est difficile de trouver la motivation, parce que souvent, je vais avoir la motivation pour faire le rough, qui va me prendre 20% du temps. Puis là, aller jouer d'un petit détail pour faire le fine-tuning, là, c'est là que la motivation va me quitter. Puis le projet aboutira jamais. Ouais, en tout cas, pour bricoler à la maison chez nous, souvent, de monter les murs, ça va bien. Puis c'est quand vient le temps de poser les dernières moulures puis de tirer les joints c'est beaucoup... Dans le fond, dans notre cerveau, on n'imagine pas très bien, je pense. On n'évalue pas beaucoup le temps que ça passe. Fait que ça monte, tu fais c'est beau, c'est le fun, puis après ça veut plus finir de finir. Fait que j'ai l'impression que c'est ce que tu vis aussi au niveau programmation. Mais je suis un peu de même. J'aime apprendre des nouvelles choses. Puis une fois que je les maîtrise assez pour dire je les comprends, je me désintéresse de la chose. Là, pendant la pandémie, tout le monde a pogné des passe-temps un peu weird. Ben moi, j'ai commencé la maroquinerie. Donc, la maroquinerie, c'est le travail du cuir.
OK. Donc, je me suis mis à... Moi, mon but, c'était de me faire une trousse de voyage en cuir. OK. Pour mettre mon stock, là, mettons, shampoing, savon, brosse à dents, pâte à dents. J'en ai fait 6-7. Là-dedans, j'ai plusieurs prototypes qui sont juste dans une boîte à prototypes. Puis toutes les autres, je les ai distribués, je les ai vendus ou donnés à du monde qui en voulait. Puis je n'ai pas, finalement. Puis j'en fais plus. T'en fais plus parce que cette année, t'as compris comment ça marche. Exact. Mais je pense que j'ai encore tout le stock pour en faire au moins une. Les zippers avec le fil, le cuir, j'ai tout. Mais c'est fini, t'as plus de fun. Ouais. Hey, sérieux, c'est ça. Ma blonde, elle pourrait te raconter plein d'affaires que j'ai commencé à faire, que je me suis rendu, puis quand j'arrive au point où je comprends comment ça marche, on passe à d'autres choses, il faut que j'apprenne d'autres choses, puis je perds l'intérêt, je suis exactement comme ça dans à peu près tout ce que je fais. Fait que je suis jamais extrêmement bon, mais je viens toujours quand même pas pire bon, tu sais. Mais quand vient le temps... Exact. Assez pour être capable d'en parler puis de l'expliquer, mais après ça, je serais pas un expert, je serais pas des millions avec ça, puis là, je voyais là, l'investissement, mettons, entre autres, si je reprends le travail du cuir, l'investissement en matériel, tant en ressources premières qu'en outils, qui s'en allait pour exploser si je voulais avoir. Parce que j'aime quand c'est bien fait. Fait que pour aller chercher la finition, la possibilité de répéter, la répétabilité de mes opérations, là, je t'ai rendu, il faut que j'informatise. OK. Donc, faire mes tracés, mettons, dans Illustrator, envoyer ça avec une découpeuse, puis couper mes formes pour que ce soit précis. Fait que je suis un peu maladif là-dessus. OK, mais t'es-tu rendu jusque-là? Non. OK. Non, j'ai arrêté avant, justement. Parce que là, ça coûte cher, le rendu là, exact. Exact. J'avais regardé, là, je me dis, ça serait juste un 3000. À un moment donné, je me dis, juste un 3000. Il faut que tu en fasses des sacoches pour... Ouais, c'est ça, il faut que tu en fasses des sacoches pour rentabiliser. Mais c'est le fun, intéressant. Mais ouais, j'avoue, hein. Ta blonde doit aimer ça, arrive avec le stock, tu sais, découpé, puis t'en fais 3. Non, j'ai compris comment ça marche. Un problème de logistique d'espace a aussi mis un frein à tout ça. Là. Je savais pas où j'allais m'installer pour ça. Fait que, mettons que c'est comme un bel alignement pour que finalement j'entende raison par moi-même. Excellent. Hey, t'as-tu des podcasts que t'as honte d'écouter? On va changer de sujet aussi. On va revenir à ces podcasts puis avec nos jeux vidéo. Non, ben j'en écoute pas de temps parce que j'ai pas tant de temps que ça. Mettons, quand je travaille, là, je suis pas capable d'écouter un podcast. Il faut que je me concentre, puis si ça parle, on oublie ça. Sinon, j'ai écouté pendant longtemps, j'ai écouté 3 bières. C'est eux autres qui m'ont fait découvrir des podcasts. J'ai écouté Sous-écoute aussi beaucoup. J'ai écouté un podcast britannique, My Dad Wrote a Porno. Donc, c'est un gars qui se rend compte que son père écrit de la fiction érotique, puis qui vend des livres sur Amazon. Fait qu'il fait la lecture avec ses amis, puis il en parle. OK. Puis c'était ce que son père écrivait? Ouais. Puis la première lecture qu'il faisait, c'était live dans le podcast. Il lisait, mettons, un chapitre par épisode. OK. Puis sinon, de ce temps-ci, j'écoute Couple ouvert. Donc, là, j'ai écouté un épisode du Backlog Podcast, celui de Stéphane, pour pouvoir le juger. Mais finalement, il a quand même fait bonne figure. Il a bien fait ça, quand même. Il a bien fait ça. Non, il était très, très généreux aussi. Puis, je peux pas passer à côté, tant qu'on parle de Stéphane. C'est quoi le jeu que tu as reçu à Noël qui t'a fait le plus triper? Là, ce que j'ai reçu, des jeux que j'ai reçu. Ça fait longtemps que j'ai pas reçu du jeu à Noël. Mais ça peut être une console, ça peut être. Tu sais, quand tu te souviens quand t'étais kid, que t'as déballé ou. Ben, c'est ça, je m'en souviens pas tant. J'ai pas tant de souvenirs. Je me souviens que j'ai eu bien du fun avec mes consoles. J'ai eu bien du fun le vendredi soir. Là, à tous les vendredis soirs, mon père, là, il était smart. Là. Il nous amenait, mon frère puis moi, au club vidéo pour louer des jeux. Puis des fois, on prenait 1 heure pour louer le maudit jeu. Là. Puis il était patient avec nous autres. Fait que ça, puis je me souviens plus de ces moments-là que des moments où je jouais à ces fameux jeux-là que j'ai loués le vendredi soir. C'est plus le fun. T'allais-tu comme moi au Super Club Vidéotron? Ça a été le club vidéo, le club vidéo Racine, le club vidéo Éclair, après ça, quand ça avait fermé. Fait que, mais non, j'ai pas de souvenir de jeu. C'est sûr que les consoles de jeux, ça c'était toujours des cadeaux. Fait que c'était toujours le fun de les recevoir. Mais même ça, j'ai pas tant de grands souvenirs de consoles de jeu. Que t'as reçu. À Noël. Oui, exact. Un cadeau à Noël. C'est bon.
dans le fond, on va revenir à l'essentiel du podcast. À vrai dire, l'essentiel, c'était de rencontrer des gens que j'écoute là, dans les podcasts puis vous donner un peu de visibilité. Mais là, on va regarder un peu votre côté jeu. L'idée, là, c'est pas de faire des critiques. Hein. C'est vraiment de dire pourquoi qu'on les aime puis pourquoi qu'on reste dans les jeux ou les critiques, vous en faites... il y a plein de podcasts dont vous qui faites des critiques de jeux, puis c'est le fun ou pas. Mais c'est vraiment plus de voir l'émotion derrière et non la critique pour dire c'est bon ou pas. On va commencer par la pile de honte. Je vais passer le jingle. La pile de honte, dans le fond, tu viens nous parler de tout ce que tu as dans tes jeux, tous tes jeux que tu as achetés, que tu n'as pas joué ou que l'argent que tu as dépensé. Toujours en l'honneur de Stéphane. Ça vient de lui. À date, honnêtement, j'ai pas vraiment trouvé d'autres mondes qui avaient une pile de la honte plus que lui. Donc, c'est notre. Non, lui, c'est légendaire. C'est très, 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 très légendaire. Donc, on va en parler tout de suite après cette petite pause. Donc, sur la pile de honte, juste pour le fun, as-tu une grosse pile de la honte? En termes de jeux, nombre de jeux. Non, parce que je suis raisonnable. Steam, là, sur PC, là, c'est merveilleux. Tu achètes un jeu, tu le joues pendant moins de 2 heures, tu te le fais rembourser. Le nombre de... par contre, c'est peut-être ça m'appelle la honte. C'est le nombre de jeux que je me suis fait rembourser. À toutes les fois qu'il y a une sale, une grosse vente de Steam, j'ai acheté 6-7 jeux. Puis je me souviens pas de la dernière fois que j'en ai gardé un sur ces 6-7-là. Okay. Donc, très, très souvent, là, je vais jouer le jeu une demi-heure, 3/4 d'heure. Il m'accroche pas assez. Je me fais rembourser. Fait qu'il y a beaucoup de monde là, qui développe des jeux, qui mettent des jeux disponibles sur ces plateformes-là, qui se font rembourser pour aucune bonne raison. Ben, c'est moi. Fait que c'est peut-être mon petit côté honteux. OK, puis c'est toi qui... mais ça te permet d'essayer des jeux, puis si t'es aimes, tu vas les garder, là, mais ça fait que ces jeux-là, tu fais « Oups, ça me touche pas ». Puis 2 heures, t'as quand même du temps pour voir si... exact. Si c'est intéressant. On peut peut-être commencer par parler du premier que tu as sur ta pile de honte. Que tu me... oui. Je sais plus lequel que je t'avais envoyé dans le OK. Mettons Elden Ring. Allons-y dans pour Elden Ring. Ouais, Elden Ring, le premier, quand il est sorti, l'original, de base, là, je l'ai joué, là, puis j'ai réussi à enfiler là, probablement 80 heures en 2 ou 3 mois. Puis j'avais du fun, mais à un moment donné, je me suis tanné de mon personnage, j'ai mis le jeu de côté, puis ils ont sorti le DLC Shadow of the Earth Tree. Fait que je me suis dit, parfait, en prévision de la sortie de Shadow of the Earth Tree, je vais me repartir un nouveau personnage, puis celui-là, je vais l'aimer. Ben, j'ai rejoué, j'ai acheté l'expansion, puis finalement, je me suis jamais rendu assez loin dans le contenu pour pouvoir faire le tour de l'expansion. Puis je me dis toujours, je vais y retourner. Puis finalement, j'y retourne jamais. Puis tu as payé l'extension, si je ne me trompe pas, était à 50$ l'extension? Alors que tu m'aurais dit 40, je t'aurais cru, tu me dis 50, je te crois aussi. Mais ça dépend de combien elle m'a coûté. Là, ouais, peut-être, mais si tu l'as joué PC, peut-être qu'il était un peu moins cher, là, mais sur PlayStation, il était à me semble c'est une $50. Fait que t'as pas eu le courage de recommencer, parce que quand même 80 heures, t'avais un bon bout de fait déjà, là. Ah ouais, mais c'est ça, j'ai remis probablement une autre 20aine d'heures. J'ai un personnage, je t'ai rendu après l'Académie de Mage, je me souviens plus le nom précisément, là. Mais c'est ça, je m'en allais vers les Island Plateau, si je me trompe plus. Le nom, en tout cas, bref, j'avançais là. Je présume je m'approchais de la moitié du jeu. Avec mon nouveau personnage. À 80 heures. Moi, je l'ai fait en 120 ou 130 heures, le jeu. Fait qu'il te restait probablement... ben finalement, il devait m'en rester plus. Puis je jouais avec Vincent. Vincent avait plus d'heures que moi, là. Il y a peut-être un 150, lui, quand il s'est rendu vers la fin. Si je ne me trompe pas, Vincent Rioux, là. Fait que tu avais peut-être la moitié, peut-être un peu plus, tout dépendant de la vitesse que tu le faisais. Fait que finalement, ça l'a... non. Puis l'as-tu reparti, puis tu l'as-tu essayé un peu ou même pas? T'as fait... Non, j'ai pas... pas le courage de passer sur play. C'est ça, mais je me dis, c'est là, je suis comme dans un spot où j'ai des séances de jeu que je peux mettre, là, des fois, entre 1 et 2 heures de la shot. Elden Ring, minimum 1 heure pour être satisfaisant de jouer, parce que là-dessus, tu vas passer au moins 45 minutes à aller récupérer tes runes que t'as perdues parce que t'es mort. Donc, oui. Ça laisse un vrai 15 minutes de jeu. Fait que c'est pour ça qu'il est un peu difficile à remettre
si j'ai pas un grand bloc de temps de jeu que je peux y accorder. Oui, puis là, tu as eu des enfants dans les dernières années. Ben, je sais pas, 1 ou 2, je me souviens pas si... T'es-tu rendu au 2e, là? Non, c'est 1. Ça va être là. ça arrête là. Parce qu'en fait, ma blonde a déjà 2 grands ados. Lui, on a un petit bout après ça avec de 2 ans et demi. Donc... Puis ça, à 2 ans et demi, c'est un peu moins... c'est un petit peu moins d'autonomie, ça demande un peu plus de temps. Puis ce bout-là, il dure pas longtemps, il faut en profiter pendant qu'il passe. Exact. Hey, on va parler de ton prochain jeu. Oui, Expédition Clair-Obscur. Clair-Obscur, ben oui. Clair-Obscur, Expédition 33. C'est un jeu, je l'ai acheté quand il est sorti. Ben, pas tout à fait quand il est sorti, c'est Guillaume et Stéphane dans le show qui me l'ont vendu. En fait, pas Guillaume, là, parce que Guillaume l'a détesté, le jeu. Il dit ça prend 3 quarts d'heure avant de pouvoir faire quelque chose dans le jeu-là. Puis il n'y a pas tort, parce qu'il te montre le monde, il te montre les mécaniques, il te montre les personnages. Tu essaies de comprendre un peu l'univers. C'est pas tout à fait clair c'est quoi. Puis le jeu, je l'ai joué, j'ai aimé le jeu, j'ai aimé la prémisse, j'ai aimé le monde. Mais je me rends compte que j'ai plus le goût d'apprendre les mécaniques d'un jeu comme Clair-Obscur. Là, toute la gestion là, je me souviens plus comment ça s'appelle, là, mais tu as deux types de power que tu peux appliquer. Un qui est un power que tu es en train d'apprendre, puis un que tu as appris, que tu vas équiper avec des points. Toute cette mécanique-là, j'avais pas tant le goût de l'apprendre, puis je me rends compte que je suis pas bon pour réagir aux événements dans les combats. Parce que c'est des combats en tour par tour, mais très, très actifs et réactifs. Puis on doit agir et réagir à ce que les ennemis font. Fait que je suis encore là, c'était une autre affaire. Je mourais. Puis j'ai fini par me tanner. Et le jeu, il est super le fun, il est super beau. J'ai le goût de l'aimer, mais encore là, sacrifier mon 1h30, 2 heures par séance de jeu à juste mourir, sans progrès notable, c'est un peu frustrant. Ben, c'est le genre de jeu, je pense que la courbe d'apprentissage au début est quand même assez longue. Tu sais, il y a beaucoup d'affaires à faire là, dans tes menus, à ajouter, à comprendre les pitos, puis les lumina, puis comment appliquer tout ça. Tu sais, il faut peut-être jouer quand même là-dedans assez souvent. Effectivement, au début, 1 heure, t'as pas joué dans ta première heure, t'as regardé une vidéo. Non. Par contre, c'est superbe. Quand t'arrives dans Paris, là, avec les roses partout, la musique, tu sais, l'ambiance était écœurante. Mais je peux comprendre au niveau du bloc que c'est pas évident nécessairement bloqué. On peut manger des solides volés là, avec quand on bloque pas bien. Par contre, c'est satisfaisant quand ça marche. Oui, puis c'est extrêmement puissant. Si quelqu'un, moi je suis pas bon à bloquer. Quelqu'un qui est bon à bloquer, non, c'est ridicule comment je suis tout le temps en retard ou qu'on avance, mais jamais dans le bon temps. Puis quand tu réussis, les monstres, tu les tues très, très, très rapidement. Là. C'est 3-4 blocs, puis ils sont t'as passé au travers. Il y a aussi des trucs, là, il faut que tu ailles tirer sur des lampes à certains endroits, mais si tu les tires pas dans le bon sens, dans le bon ordre, ça se peut que tu passes quelques belles heures à essayer de battre ce monstre-là. À la deuxième shot, j'ai compris comment ça marche. Je l'ai battu, ça a pris 15 minutes. Ça a super bien été, puis je suis pas mort par la suite. Fait qu'il y a plein de mécaniques à l'intérieur qui sont super intéressantes, mais il faut prendre le temps d'apprendre ces mécaniques-là, puis les maîtriser. Mais en tout cas, moi, sérieusement, ça a été mon jeu de l'année pour l'instant. Là. J'ai adoré ce jeu-là. J'ai juste l'ambiance. J'ai comme juste pas l'envie de me mettre de ça. Puis, honnêtement, quand je suis arrivé à la fin, j'étais tanné. Il était temps, là, je trouvais que la musique, là, j'étais plus capable. Puis, je te dis, le 10 derrière. Parce que tout le temps, la même tune qui recommence quand tu parles des combats, puis tout ça, c'était très répétitif. C'était quand même. Un jour, ça tente. Mais il faut que tu aies le goût. Je me rends compte, des fois, il y a des. On file pour des affaires, puis des fois, on file pas, là. Puis, si tu filais pas pour ça, oublie ça, c'est pas nécessairement très, très cool à jouer. Le prochain, Sea of Stars. Oui, ça c'est un peu un deuil que je dois faire en fait, Sea of Stars, parce que quand je jouais sur Super Nintendo, les seuls jeux que je jouais c'était des RPG. Donc des Final Fantasy, Secret of Mana. Le seul que j'ai pas fait dans les gros jeux de RPG des années justement mi-90, début 2000, c'est Chrono Trigger. Puis je me suis dit, tant qu'à jouer Chrono Trigger, je vais jouer Sea of Stars, un jeu québécois.
je vais le jouer en québécois. Puis finalement, je me rends compte que oui, c'est le fun, mais pas si le fun que ça. Mais qu'est-ce que t'aimes pas? Je sais pas, je sais pas, c'est plus un style de jeu qui me fait tant triper. C'est-tu d'aller jouer dans l'espèce d'arbre de compétences ou gérer tes non, même pas. C'est matériel, vraiment là? juste, je sais pas, là, de me promener sur une carte, d'attendre de rencontrer des ennemis, puis je sais plus. J'ai comme plus ce plaisir-là. Même tous les jeux de Final Fantasy, je me disais, ce serait le fun de leur jouer. Puis juste à y repenser, de leur jouer, puis de grinder le jeu, puis les combats, puis non, ça me tente plus. J'ai comme passé ça, puis c'est un deuil que je vais faire parce que c'est mon style de jeu que, dans ma tête, c'est mon style de jeu préféré. Mais en fait, dans mon cœur, c'est mon style de jeu préféré, mais ma tête me fait comprendre que non, c'est plus ça. Est-ce que c'est une question de temps? Ça se peut que ça soit ça de comme tu sais, un jeu de même, tu passes 8 heures à jouer dedans, ou tu arrives à la course, tu fais 2 heures ou 1h30, t'as pas eu le temps de reprendre le dessus, de te rasseoir comme il faut dans ton jeu, puis tu dois le laisser tomber. Ça peut-tu être... Peut-être que le facteur temps, il est pour beaucoup encore là-dedans. Mais bon, j'aurais aimé ça l'aimer plus, j'aurais aimé ça le finir, mettre un petit peu plus de temps. Mais bon, ça n'arrivera pas. Mais il y a quand même un petit truc qui m'a tanné. Pour le peu que j'ai fait, là, c'est la traduction en québécois est super le fun et super drôle. Le problème, c'est que des fois, j'entends, mettons le personnage principal, là, j'entends un gars de la Beauce, après ça, j'entends un gars du lac, puis après ça, j'entends un gars de Québec. Avec les expressions, les tournures de phrases, mais dans le même personnage. Okay. Fait que moi, ça me sort un peu de l'immersion. Parce que si, par exemple, chaque personnage avait eu leur dialecte propre, ça aurait été le fun. Ça aurait donné mais là, des fois, là, c'est les façons de parler des personnages. C'est comme s'ils étaient multi-régionaux. Chaque personnage est multi-régional. C'est donc bien drôle, ça. C'est de la manière que c'est écrit ou c'est l'accent de la personne qui le... Ben, c'est les mots, la façon. Ben, mettons, ça met Cher, là. Ben, on sait que c'est un gars de la Beauce qui dit ça, là. Okay. Et quelqu'un qui dit là, c'est quelqu'un du Lac-Saint-Jean. Ben, des fois, le même personnage va avoir les deux types d'expressions. Ça m'a comme chicoté. C'est pas la même personne qui a écrit le texte. Fait que lui, il a décidé qu'il mettait des là, puis l'autre, il mettait des... Ben, okay, apparemment que c'est la même personne qui a fait toute la traduction, mais peut-être pas eu la considération de garder une identité à chaque personnage là-dessus. Puis que les... Par contre... Il l'a traduit en québécois, pas... Puis ça a viré en région québécoise. Qui a mélangé. Ouais, mais c'est peut-être moi qui est trop critique, là, mais ça m'a agacé un peu, ça. Ben, c'est drôle. Ben, on a chacun des oreilles différentes. Hein. Moi, j'ai mon plus vieux, là, il reconnaît les voix du monde qui font les doublures, là. Ah, il dit, cette voix-là était dans tel jeu, là. Je fais comme, hey, tabarnak, j'oublie ça, là. Moi. puis pas parce qu'il suit puis qu'il lit des affaires, là. Mais, tu sais, le son, il est capable d'associer. Tu fais, hey, c'est... Moi, ça, il y en a un qui m'a frappé, c'est Sam Gamgee en français dans Lord of the Rings. C'est la même voix que Eric Cartman en français. OK. OK. C'est le seul. C'est arrivé une fois, lui, en fait, m'a frappé là, parce que je me suis dit, après ça, j'entendais juste Eric Cartman avec Frodon. Là. Ouais. Monsieur Frodon, je vous emmerde et je rentre à ma maison. C'est tout ce que j'entendais. C'est donc bien drôle. Puis, dans ta pile de honte, t'en as combien des jeux à peu près? Comme ça que t'as... c'est sûr que si je compte tout ce que j'ai aussi qui vient avec des Humble Bundle, là, souvent, tu achètes le bundle pour 1 ou 2 jeux, puis il y en a 10 autres qui viennent. Là, j'en ai des centaines. Mais mettons, là, si je regarde juste dans les jeux que j'ai installés puis que je joue pas, là, j'en ai probablement 7-8 actuellement. Là, je me dis, ça pourrait être le fun de les jouer. Genre Fallout 3, je l'ai joué, mais je l'ai pas fini. Hades 2, il est sorti en Early Access, je l'ai joué, je l'ai pas fini non plus. J'ai Risk of Rain 2, je l'ai joué beaucoup, mais je l'ai pas fini. Satisfactory, la version 1 est sortie. Je l'ai joué, mais je me suis pas rendu très loin. Donc j'en ai plusieurs, là, des jeux comme ça. Puis, t'es-tu comme moi, souvent quand un jeu, je le finis pas, mettons, je fais 10 heures dedans, puis je décide, moi, je reviens rarement dans ces jeux-là. Une fois, je les ai pitchés en arrière. J'ai l'impression que t'as un peu ce genre-là. Oui. Je le garde là en me disant, hey, je vais le jouer, mais finalement, je le joue. Ça, je joue jamais. Non, c'est ça. Moi, c'est rare. C'est très, très rare. J'en ai des jeux que j'ai mis de côté en arrière.
ta blonde, elle t'en parle-tu de ta pile de honte? Non, non, parce que c'est tout en digital sur mon ordi, elle n'est pas au courant. Fait qu'elle le voit pas. Non, c'est pas comme Stéphane avec des milliers de copies physiques pas déballées dans son bureau. Là. Non, moi, c'est... Ben, j'ai une douzaine de jeux sur Steam que j'ai achetés et que je veux jouer, mais que je joue pas, finalement. Ouais. Fait que elle peut pas dire que t'as un mur de la honte au complet, là, pis tu peux pas, elle a pas d'idée de combien que c'est. Ah, ok, c'est pas... En argent, t'as mis à combien ta pile de honte? Tu sais, 10, c'est quand même pas si pire, là, j'imagine une dizaine. Là. C'est, est pas si grosse parce que c'est très rarement des jeux achetés plein prix. Puis quand c'est des jeux achetés plein prix, c'est des jeux souvent indépendants qui coûtent moins cher, mettons autour de 40$ du jeu. Là. Fait que j'ai peut-être une coupe de 1000, là, mais j'irais pas beaucoup plus haut que ça. Mais Stéphane, il est très dur à battre. Des jeux pas déballés, puis des... Stéphane, il y en a probablement assez pour éclairer son hypothèque 2 fois. Non, mais c'est parce qu'il reste pas beaucoup d'hypothèques. Ok, oui, c'est ça. Ouais, mais quand même, c'est ça. Faut la payer. Puis, dis-moi donc, tant qu'à parler de la pile de honte, te souviens-tu quand vous êtes à Arcade Québec, quand vous avez commencé à faire les challenges au niveau de la pile de honte à Stéphane, quand vous avez commencé à le challenger? C'est arrivé comment, ça? Oh. Le premier, c'était pour les précommandes, parce qu'il précommandait tout, puis il ne jouait jamais. Fait que là, on lui a dit, là, Stéphane, là, on va te faire économiser de l'argent, puis en plus, tu vas apprendre à gérer tes affaires. Puis là, il n'y avait plus le droit de précommander pendant 1 an. Puis ça, apparemment, on a réussi à y casser son pattern de précommander. Puis là, les compagnies ont compris qu'un gars comme Stéphane ne précommanderait plus. Sauf que là, ils sont rendus qu'ils donnent des goodies. Là. Si tu précommandes, tu vas avoir tel goodies. Ou si tu précommandes, tu vas pouvoir jouer tel jeu tant de jours avant. Moi, je pense que certains jeux, là, Stéphane pourrait se laisser tenter. Puis y avait-tu des conséquences, te souviens-tu? Non, à ça? C'était juste de pouvoir rire de lui. Puis, il me semble qu'il y avait un challenge sur 1 an qui devait réussir, sinon, il payait tout. C'était 20$, je pense. Ouais. Ouais, la précommande. Je pense que la précommande, c'était 20$. Il fallait que j'y paye 20$ s'il réussissait. Puis il a réussi, celui-là. Puis après, j'ai dit, kit ou double, tu dois jouer un jeu. Tu dois terminer un jeu par mois pour les 12 prochains mois. Ah, puis il a rushé, là. Parce que je me souviens. Après 2 mois, il a abandonné, puis ça a été une lente agonie pour se rendre à la fin de l'année où on y rappelait tout le temps, puis finalement, il l'a pas fait. Ouais, c'était drôle, ça. C'était une bonne passe, en tout cas. Je me souviens bien de ça. Oui, vous en parliez à toutes les fois. C'était comme la mise à jour. Puis... Si je me trompe pas, ça a inspiré Éric Lajoie avec son défilm. Ouais, ben lui, il y en a... OK, oui. Éric, parce que lui, c'était de visionner 365 nouveaux films sur 1 an, puis il l'a fait, il l'a réussi. Il a fait 365 critiques, et il a même sorti un livre. Donc, oui. Quand même. Puis Éric Lajoie, à toutes les fois que je le rencontre, oui, je le picasse un peu parce que c'est drôle, mais il a toute mon admiration parce qu'il a réussi où c'était un défi beaucoup plus gros que Stéphane, puis il l'a réussi là haut la main, lui. Mais c'est fou, là. Moi, j'aurais pas été capable. Là. Hey, il a fallu qu'il se tape de la cochonnerie aussi là, dans 365. Il y a une semaine. Il y a une semaine qu'il a trouvé difficile, c'est la semaine d'Arcade Québec où on y avait suggéré d'écouter des films de jeux vidéo qu'il n'avait jamais vus. Mais c'est parce qu'il n'avait jamais vu les pires. Et qu'il a fallu qu'il s'en tape 7 très mauvais. Ok, puis ça a été un défi à rajouter dans ses... Ouais. Ouais, non, je me souviens de ça aussi là, quand il en parlait au Geek Contre-Attaque. Là. Non, ça devait être quand même assez tortureux. Je veux pas. Puis c'est quand même 1h30 par jour aussi à écouter la télé. Là. C'est au moins 1h30. Mais en fait, ce qu'il a dit, c'est l'été, là, pour avoir un peu de soirée. Des fois, quand il faisait pas beau, un mardi soir, il s'en claquait 2-3. OK. Mais il reste qu'il a quand même écouté 365 nouveaux films, incluant beaucoup de boîtes là-dedans. Ouais, c'est clair. Alors, quand même, c'est un gars qui était quand même un peu connaisseur du cinéma, fait que les films obscurs, là, les films grand public, ils avaient tous vus déjà. Il a fallu qu'il aille fouiller dans les répertoires plus obscurs, puis voir des séries de films. Ah, ça, on va voir j'en jase avec lui quand tu vas venir dans le podcast. Quand même. Excellent. Fait que on va aller à ce que tu joues présentement. Donc, on s'en va voir ce que tu as sur le feu. Oh.
Fait que tu joues à quoi présentement? Dans le fond, c'est pas compliqué cette partie-là, hein? C'est vraiment ça. Puis pas une critique, là, mais pourquoi t'es dedans puis t'es en train de finir ton jeu, tu seras au bout, puis ce que t'aimes? Non, en fait, j'ai un jeu qui m'occupe là, depuis au moins une dizaine d'années, sinon plus, qui est Factorio. Donc, un jeu de construction, d'automatisation qui rentre dans la grande famille ce qu'on appelle les programming games. Donc, c'est un peu comme une déformation professionnelle qui s'en va dans mes loisirs. Donc, tu commences à être un petit ingénieur qui arrive, qui s'écrase sur une planète. Tu as un pic, un peu comme dans Minecraft, tu as un pic. Ton but, c'est de collecter des ressources. Au début, tu as accès à 4 ressources de base. Donc, le fer, le cuivre, le charbon et la pierre. Et avec ça, tranquillement, pas vite, ton but, c'est d'automatiser la fabrication. Donc, au début, tu ramasses, mettons, une petite pierre ou un petit minerai par 2 secondes. Puis à la fin, quand tu es rendu dans ta grosse base, là, c'est des millions de minerais qui sont extraits par seconde que tu transformes pour automatiser, pour augmenter la production, pour développer des nouvelles sciences, pour devenir de plus en plus fort, de plus en plus efficace, de plus en plus performant. Ça, c'était le jeu de base, puis ça se terminait quand tu réussissais à lancer une fusée dans l'espace. OK. Ah, ça avait une fin, ça. Puis, parce que je me suis pas rendu là. Hein. Je l'ai essayé, parce que t'en parles pratiquement à toutes les... Bon, pas tout à fait, mais pas loin. À tous les podcasts. Mais je me suis pas rendu très, très loin dans ça. Mais non, c'est ça. Le but, c'est d'automatiser. Puis quand ça va pas assez vite, ben, c'est d'augmenter ta production pour pouvoir automatiser plus. Puis c'est vraiment la chanson des vulgaires machins. Je fais de la poudre pour faire plus d'argent, pour travailler plus, pour faire plus de poudre. C'est une roue qui se nourrit, puis tu cours de bottleneck en bon français. Donc, à chaque fois que tu as une place où tu devrais produire plus, mais il y a quelque chose qui te limite, ben, tu attaques ce point-là, puis le problème se déplace. Puis tu chasses les problèmes. Est-ce que... Je vais te poser l'autre question, parce que j'ai arrêté quand même assez tôt, puis je l'ai oublié. Honnêtement, là, j'ai oublié de continuer à jouer. Là. C'est plus ça qui est arrivé, parce que ça m'intéressait. Puis je voulais jouer sur ma Steam Deck. Au début, c'était didactiel, mais à un moment donné, tu arrives, il te donne-tu toujours des objectifs, ou quand tu pars, à un moment donné, là, l'objectif, c'est de te construire une fusée, puis là, tu arrêtes de recommencer ta construction au début, puis tu ne fais que optimiser toujours le même setup. Quand tu pars en mode sandbox, tu n'as aucune science, tu connais rien. Fait que ton but, c'est graduellement tu regardes toujours dans le panneau des sciences, tu dis, OK, je veux, par exemple, produire la science rouge, qui est la première science que tu peux faire. Donc là, il va te présenter dans l'arbre de technologie toutes les technologies que tu dois débloquer pour y arriver. Donc, ton but, c'est de travailler tranquillement, pas vite, à débloquer ces technologies-là. Après ça, tu dis, OK, là, je suis rendu à la science verte. La science verte, qu'est-ce qu'elle me permet? Entre autres, elle te permet le béton. Le béton est un outil, un élément intermédiaire que tu peux utiliser dans beaucoup de recettes. Okay. C'est aussi un élément que tu peux te servir pour tapisser le monde, pour toi te déplacer plus rapidement. Par contre, ça s'en prend beaucoup, là, parce que chaque petite tuile dans le jeu, c'est un morceau de béton. Donc, ça en prend rapidement là, des centaines et des milliers et des millions même. Donc, c'est toujours à partir de l'arbre de technologie que tu peux progresser. Donc, tu dis, OK, ben, la prochaine étape, OK, là, je suis rendu, j'ai la science rouge, j'ai toutes les sciences, toutes les technologies de la science rouge qui ont été débloquées. Je fais la science verte. Ben, les sciences vertes, finalement, ça prend les rouges et les vertes. Donc, tu dois toujours continuer ton automatisation de ta science rouge. Tu rajoutes l'automatisation de la science verte, tu débloques les technologies rouges et vertes. Fait que dans le fond, t'es en train de me dire que j'ai pas joué assez longtemps pour me rendre là. J'ai pas passé le didactiel probablement, puis je me suis pas rendu au sandbox pour partir. Je veux dire, j'ai jamais fait les didacticiels. Je suis tombé directement en mode sandbox, puis j'ai exploré avec le mode sandbox. OK. Bon. Puis, combien de temps ça prend pour la lancer, là, la fusée? Dans le jeu de base, l'achievement, pour ceux qui le font rapidement, c'était 8 heures. Okay. Ça, c'est le très rapide. Le rapide, c'est 15 heures. Puis celui-là, je l'ai réussi plusieurs fois. Là. J'ai même passé proche une fois de faire le 8 heures. J'ai réussi à le faire en 9h30. Okay. Mais ça, tu n'as pas le temps de niaiser parce qu'il faut que tu optimises. Parce que au début, tu as ton minerai, mais à un moment donné, tu rajoutes aussi tout un modèle de liquide. Donc, tu dois gérer de l'eau, du pétrole brut, du pétrole raffiné, différentes variantes de pétrole raffiné, de l'acide sulfurique. Ça te prend des tuyaux à toutes les fois pour transporter tout ça. Puis là, tu es rendu que tu as puis tes ressources intermédiaires. Il y a des ressources intermédiaires que tu veux mettre sur ce qu'on va appeler, mettons, le main boss.
Donc, qui est comme un assemblage de convoyeurs qui transporte des ressources dans ta base. Puis, il y en a d'autres que tu ne veux pas mettre, que tu vas juste les transformer localement. Donc, par exemple, tes plaques de cuivre, tes plaques de fer, tu vas les mettre sur ton bus. Après ça, tu as des circuits électroniques. Ben, tu as 3 niveaux de circuits électroniques qui sont de plus en plus complexes à faire. Eux autres, tu vas les avoir aussi. Tu vas avoir du plastique, tu vas avoir du soufre. À un moment donné, tu es rendu que tu as 45 lignes de convoyeurs, 8 lignes de tuyaux pour amener tes ressources pour pouvoir faire fonctionner ta base. Puis à terme, dans le jeu de base, tu arrivais, tu lançais une fusée dans l'espace, puis la partie était terminée. Avec l'expansion qui est sortie en octobre dernier, quand tu arrives à lancer ta fusée, tu as à peu près 1/5 du jeu de fait. OK. Après ça, tu dois aller explorer 3 nouvelles planètes qui ont des nouvelles mécaniques. Donc, on change comment tu produis l'électricité, comment tu produis tes ressources de base, tes ressources naturelles. Si on arrive sur la planète de Vulcanus, tu as 3 ressources qui sont disponibles. Le charbon, la calcite et le tungstène. Mais tu dois produire aussi ton cuivre, tu dois aussi produire ton fer. Mais sur une planète volcanique, tu vas extraire ces ressources-là de la lave. Donc, tu dois vraiment travailler avec un autre système de mécanique. Pour te relancer une fusée après, pour aller sur l'autre planète? Pour relancer une autre fusée, développer une nouvelle science, parce que sur cette planète-là, tu découvres la science métallurgique. Donc, ça va te permettre de débloquer des nouveaux trucs, entre autres, différentes formes d'explosifs, les artilleries, qui vont te permettre d'éliminer les ennemis, parce que oui, tu tombes sur une planète habitée, puis tu dois te défendre contre ces ennemis-là aussi. T'as-tu réussi à te rendre au bout? Je me suis rendu au bout. Ça m'a pris 130 heures sur ma première partie. Okay. Mais c'est justement, c'est un jeu que tu pars le jeu, tu as un problème à régler, tu règles le problème. Ça peut prendre 20, 30, 50, 60 minutes. Tu règles le problème. Tu as progressé dans le jeu. Moi, je me sens très à l'aise souvent de mettre pause ou de sauvegarder puis de quitter. Fait que ça te permet d'arrêter un peu n'importe quand. Puis t'as un achievement, t'as ta dose de crack là, satisfaction qui apparaît au bout de 20 minutes, une demi-heure. Exact. C'est pas pour rien que le jeu sur le subreddit de Factorio s'appelle aussi Cracktorio. Donc c'est vraiment une drogue. Quand même. Est-ce qu'il a évolué? Tu dis que ça fait longtemps que tu joues. Là. Est-ce qu'il a évolué un peu ou c'est toujours le même visuel? Ben, c'est... ils ont revampé beaucoup du visuel. Ils ont beaucoup travaillé sur ce qu'ils appelle le quality of life. Donc, étant donné que dans le premier jeu, tu étais toujours sur la même planète, tu pouvais toujours te rendre physiquement où le problème était pour construire. Puis ça allait bien. Puis il y avait des irritants, mais c'était correct. Là, maintenant, quand tu arrives mid-game, tu as 4 planètes à gérer. Donc, la planète de base, plus 3 nouvelles planètes que tu dois explorer. Tu dois pouvoir te rendre sur ces planètes-là à distance pour prendre le contrôle puis régler les problèmes qui surviennent. Le seul problème que tu peux pas régler à distance, c'est si tu n'as plus d'électricité. Celui-là, tu vas devoir te rendre pour adresser le problème. Mais tous les autres problèmes, à partir du moment où tu as des robots de construction qui vont te permettre d'automatiser le travail, tu peux t'en sortir. Ils ont posé le Wi-Fi, fait que là, t'es correct. Exact. T'es capable de régler ça à distance. Mais le seul problème là, qui peut vraiment te nuire, c'est l'électricité. OK. Puis mettons que tu serais le développeur, t'aurais le développeur en avant de toi aujourd'hui. Qu'est-ce que tu suggérerais pour l'améliorer? Pour l'améliorer, rien. Y a-t-il quelque chose que j'aimerais avoir dans le jeu-là? Non. Je pense, non. Je changerais rien. C'est la perfection. Je garderais 100% tel quel. OK. C'est parfait. Fait que... appelle pas le développeur, c'est réglé, on n'en parle plus. Non, exact. Non, bon. Le monde il commence à spéculer sur qu'est-ce qu'il va y avoir dans la version 2.1 du jeu, qui est supposée être la dernière patch. Ils sont supposés d'ajouter les derniers éléments de qualité de vie. Puis j'en vois pas vraiment. OK. Je vois pas de truc qui me manque pour me dire le jeu serait vraiment mieux si on avait ça. Fait que le prochain, Escape from Tarkov. Ouais, Escape from Tarkov, c'est un jeu qui est probablement le père des Extraction Looter Shooter. Donc, le premier jeu dans lequel où tu pars sur un raid avec un certain équipement. Tu rentres dans le raid, tu as un certain temps pour compléter un ou des objectifs, t'extraire du raid vivant et garder ton équipement. Si tu meurs dans le raid, tu perds tout. OK. Donc, fait que là, faut que tu rachètes. Puis, me semble que tu parlais à un moment donné qu'il y avait des assurances que tu pouvais prendre.
Oui, exact. Donc, c'est là que ça vient un peu te sauver la vie. Par exemple, tu mets ton casque, tu mets ta veste par balle, ton fusil, tes chargeurs, des grenades, un sac à dos. Tu pars à la guerre pour aller te battre. Le mode standard du jeu, c'est un mode PVP. Donc, tu vas être déployé avec, mettons, entre 8 et 12 joueurs humains. Il va y avoir à travers ça des robots. Et ton but, c'est, par exemple, toi, c'est d'aller chercher dans telle pièce, tel item. Parce que toi, c'est la mission que tu as. Ça se peut qu'un autre joueur ait exactement la même mission que toi. Fait que vous allez vous rencontrer à cet endroit-là. Ou vous allez peut-être juste vous croiser ou peut-être vous ne verrez pas. Mais si jamais tu rencontres un autre joueur, lui, il a tout avantage à te tuer pour venir te voler ton équipement. Donc, c'est pour ça que ça crée vraiment des grosses confrontations, là, quand même violentes. Des fois, c'est très court, tu manges une balle, tu sais pas d'où ça vient, t'es mort, c'est fini. Mais des fois, t'es capable, t'es chanceux, tu réussis à te battre, puis le gagnant, en règle générale, remporte la mise, remporte tout. Quand tu vas pour looter un autre joueur, il y a des objets qui valent plus cher, des objets qui valent moins cher. Par exemple, le fusil, si tu veux le réutiliser, il vaut cher. Si tu veux le vendre, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Les munitions qui sont dans le fusil, eux autres valent cher. Donc, ça se peut que tu dises, je vais prendre juste les chargeurs du gars, laisser son fusil là, laisser le reste de son équipement, puis je vais m'en aller avec ces items-là. Ça, c'est une situation où je dirais gagnant-gagnant. Parce que de toute façon, les munitions, une fois que tu as assuré ton équipement, les munitions, tu les gardes pas. T'es pas. Par contre, ton fusil, tu le gardes, les chargeurs, tu les aurais gardés. Donc, si tu meurs, puis personne vient prendre ton équipement, entre 12 et 36 heures, tout dépendant de qui t'as pris comme assureur, donc 12 à 36 heures en vrai, dans la vraie vie, tu vas récupérer une partie de ton équipement. Donc, si tu avais un bon sac à dos, des bonnes chances que quelqu'un l'ait pris et qu'il soit parti avec. Si tu avais un mauvais fusil, des bonnes chances qu'il revienne. Donc, puis c'est un jeu de survie pur, puis c'est un shooter en même temps. Exact. Donc, ton but, tu dois gérer la faim, la soif, ta santé, parce que si tu te fais tirer, tu vas être blessé. Souvent, tu vas avoir même des saignements. Donc, tu dois faire de la chirurgie de combat. Donc, tu vas venir te patcher pour, mettons, une petite coupure, c'est pas super, tu vas mettre un pansement. Une plus grosse coupure, tu vas faire un tourniquet. Donc, tu dois vraiment te soigner. Puis, même à un certain moment donné, si tu es trop blessé, par exemple, dans un bras, tu peux plus te servir de ton bras pendant le reste du raid. Ça, ce que ça veut dire, quand tu vas viser avec ton fusil, tu vas être moins précis, tu vas bouger plus. Si c'est tes jambes, plutôt que de te faire ramper à terre, tu peux plus courir, tu peux plus sauter. Si tu te fais tirer dans le bas-ventre, dans la zone des intestins, ta soif puis ta faim augmentent rapidement. Donc, ce qui fait que tes ressources baissent. Donc, tu vas tomber en état de déshydratation, tu vas tomber en état de manque d'énergie. Puis tu pourrais même mourir au bout de tes blessures dans le combat, dans le raid. Donc, mais c'est un peu dans les lignes de arc puis ces affaires-là. Oui. C'est voyons, il y a quel autre qui est sorti? Il y a Delta Force, Grey Zone, qui sont sortis aussi récemment. C'est un peu dans le même genre. C'est le côté extraction. Je pense que Ark, puis mettons, c'est quoi l'autre jeu, là? Rust. Rust. Sont des jeux dans ce genre-là, aussi survie, PVP. Ils n'ont pas le volet extraction. Parce que dans Tarkov, une fois que tu t'es extrait avec l'équipement, il t'appartient pour toujours. Jusqu'à temps que tu le remettes en jeu puis que tu joues avec. Tu peux aussi te construire une base qui s'appelle un hideout qui va te permettre de développer, par exemple, tu peux avoir une station médicale qui va te permettre de fabriquer toi-même certains éléments de soins. Par exemple, tu as des restants de trousses de premiers soins, tu peux les réassembler pour faire autre chose qui va pouvoir être utile aussi pour ton avancement dans le jeu. OK. Fait que c'est un peu dans la même lignée. T'as pas de construction quand tu débarques sur le terrain, t'as pas de construction à faire comme dans Rust et dans Ark. Non, exact. Tout ce que tu peux faire, c'est te promener. Mais il y a beaucoup. En fait, même tout ce qui est mouvement, tu peux décider à la vitesse précise à laquelle tu marches. Tout dépendant de l'équipement que tu as sur toi, la vitesse que tu marches, le bruit que tu vas produire va être différent. Ce qui fait que les autres joueurs vont pouvoir mieux ou moins bien t'entendre. Puis même quand tu veux t'accroupir, tu peux t'accroupir pas juste debout, accroupi, c'est toutes les positions possibles et imaginables, entièrement debout et à plat ventre.
Donc, vraiment, tu peux être très précis. Là, tu te lèves un peu, tu vas réussir à viser entre deux dans deux fenêtres. Tu as un petit trou que tu es capable de voir là. Ben, si tu peux voir là, tu peux tirer là. OK. Donc, c'est là que c'est très, très brutal, le jeu. Puis, ce qui est coûteux, c'est de perdre son équipement. Parce que souvent, tu vas avoir l'impression de régresser. Puis, il y a à peu près 1 an, ils ont introduit le mode single player. Donc, le mode single player, c'est tout ça, mais tu es tout seul de vrais joueurs. Donc, tous les autres joueurs vont être des robots. Donc, ça pardonne un peu plus parce que les ennemis sont un peu plus faciles. Puis moi, ça me satisfait comme jeu. C'est sûr que c'est pas le même stress, c'est pas le même thrill que de jouer contre des vrais joueurs puis de dire je vais tout perdre. Mais j'ai joué longtemps aussi avec le mode non officiel SP Tarkov, Single Player Tarkov, qui ça émule un serveur. Le vrai serveur est émulé sur ta machine. Puis ça te permet de jouer comme si tu étais sur le vrai jeu, mais puis c'est ouais, c'est ça. Avec des humains, ils vont réussir à te piéger, tandis que les bots restent d'être un peu moins stratégiques. Ça te permet d'apprécier un peu plus le jeu, j'imagine, longtemps. Exact. Ça me permet d'apprécier le contenu, d'apprécier les mécaniques, parce que tout est superbe à ce niveau-là. À mon sens, là, c'est un jeu de tir parfait à mon goût. C'est lent, stratégique, c'est méthodique. Puis c'est quand même time-boxé, parce que tu me dis, ben mon raid, je peux faire 35 minutes max. Après 35 minutes, je suis MIA, Missing in Action. OK. Donc, fait qu'encore là, t'es capable de faire 2 games, 3 games dans 2 heures. 2, 3, ça va bien, j'en fais plus, j'en fais moins. Si ça va pas bien, j'en fais peut-être plus. Ouais. Intéressant. Encore là, tu suggérerais quoi aux développeurs? Qu'est-ce que tu aimerais voir apparaître? Ou y a-t-il une mise à jour qui s'en vient, qui changerait la patente? Ou... Je dirais que je suis peut-être pas assez à jour dans le jeu. C'est sûr que la partie multijoueur, là, les hackers, là, la triche, là, moi, c'est ça qui m'avait refroidi beaucoup. Là. C'est si je me bats contre quelqu'un puis c'est fair, puis je perds, bon, parfait, c'est un manque de talent. Mais si je dois me battre avec de la latence, de la désynchronisation, plus des cheaters, ben c'est là que moi je décroche. Ce jeu-là m'avait perdu jusqu'à temps qu'ils ramènent leur mode multijoueur et que je découvre aussi là, le mode non officiel single player. Mais moi, c'est sûr que ça serait ça, je voudrais qu'ils règlent, mais de la façon que le jeu, de la façon que la compagnie fonctionne, peu probable que ça arrive. Mais ça, c'est plate, là, les gens qui trichent. Et tu gagnes pas grand-chose. C'est pas le fun de gagner quand tu as triché, puis ça scrape tout le plaisir que tu as dans le gaming, là, de tout ça autour. Là. Oui. C'est vraiment déplaisant, ça. Avec les tricheurs, arrêtez de tricher. C'est bon. Excellent. Fait que ça fait... C'est pas mal à ça que tu joues présentement. T'as rien d'autre de... Non, c'est tout. J'ai un peu de Balatro, mais pas assez pour en parler là, en long et en large. Ouais, puis Balatro, ben c'est ça. Ça, c'est un jeu de toilette, là. Puis t'arrêtes quand tu veux, là. Peut-être en fais 5 minutes ou ça se règle assez rapidement, là. Mais c'est un... ça mange du temps aussi, ça. C'est pas long. Quand tu commences à jouer à Balatro, là, à un moment donné, tu fais... ça fait déjà 1h15 que je joue. C'est... Excellent. Fait qu'on est prêt à passer à l'autre section qui là, on va parler de tes attentes, hein, des jeux qui s'en viennent après ce petit jingle. Donc, demain, c'est notre console. Tu vas nous parler des jeux que tu as hâte de jouer puis qui sont pas nécessairement sortis ou qui sont déjà sortis, mais que qu'est-ce que tu vas mettre dans le ghetto prochainement? Ben, c'est 2 jeux qui sont pas encore sortis, puis je suis pas sûr qu'ils sont si proches que ça de sortir, finalement, avec ce qu'on entend et de ce qu'on voit passer. Donc, on parle de Fable ici, qui s'en vient, qui va être le prochain jeu dans la série de Fable, là, qui a été créé par Peter Molineux. Donc, le premier Fable, je l'ai adoré. Le deuxième, un peu moins. Puis j'ai de grosses attentes pour le prochain. Je pense qu'il y en a eu 3, je pense, des Fable, je me trompe pas. Moi, je me souviens d'en avoir joué un, mais je pense que c'était le premier à ce moment-là, mais j'ai arrêté de suivre tout ça. Moi, je l'avais adoré, là, la possibilité de jouer, puis de devenir bon ou de devenir méchant basé sur tes actions, puis que tu sois pas juste simplement pénalisé. Genre, tu rentres dans une ville, t'es méchant, les gardes t'arrêtent. Non, c'était pas ça. C'est des gens ont peur de toi, mais ils veulent quand même interagir avec toi parce que t'es quand même un héros mythique du monde. J'ai beaucoup d'espoir pour ce jeu-là. Par contre, avec le temps que j'ai à mettre, j'espère que je vais pouvoir le rentrer dans mon horaire.
de pouvoir dire je joue un gentil, je joue un méchant, d'avoir des missions qui sont le fun, qui ne sont pas répétitives non plus, là, que tu n'as pas l'impression de faire toujours la même mission ad vitam aeternam, comme ça arrive souvent dans les RPG modernes. Oui. Non, ça vient tannant d'avoir l'impression de refaire tout le temps la même chose. Ouais, va tuer 8 chevreuils, va tuer 4 ours, va tuer 3 écureuils. Bon, on s'entend que... C'est tout le temps la même affaire. Ou va chercher la fleur pour les médicaments de ma grand-mère qui est mourante. Là. C'est un classique. Sais-tu quand que ça va sortir? Moi, j'ai pas de temps de fouiller, mais ça avait pas l'air d'être parti pour sortir bientôt. Non, ben je pense que c'était 2026. Mais quand en 2026, je sais pas. C'est Playground Games. On a une date pour 2026. Rien de prévu là, autre que ça. Donc, c'est pas très... Non, c'est ça, j'avais rien trouvé de particulier non plus. Le prochain que tu veux... d'après moi, t'es pas tout seul à attendre ce jeu-là là, pour le prochain que tu vas nous parler. Non, exact. C'est Grand Theft Auto 6. Donc, le jeu, là, le gros jeu de Rockstar qui va coûter, c'est pas quoi, 2 milliards qui est estimé comme coût de production et de marketing. J'ai aucune surprise face à ça. C'est un open world de Rockstar, fait que ça va être merveilleux juste pour le open world. Il pourrait avoir peu ou pas de missions, puis on aurait du fun, puis là, ça va être bourré de contenu, bourré de missions. Un petit côté Bonnie and Clyde, là, avec... les deux protagonistes, gars et filles, qui sont deux criminels, qui veulent peut-être reprendre leur vie en main, mais on n'est pas sûr. Puis on retourne à Miami. Moi, mon préféré des GTA, pour l'ambiance, l'univers, c'était GTA Vice City. Donc d'avoir un retour à Miami, là, ça vient me chercher. Catalune. Il a été reporté, là, il était supposé de sortir dans pas long, il a été reporté pour... Oui. Crime. C'est mai 2026 aussi, je pense. Si je ne me trompe pas. Un an plus tard. Ça, c'est un peu triste parce que ça fait quand même un bout qu'on l'attend. Là. Puis il va sortir sur console. Fait que je vais probablement l'acheter sur console à ce moment-là. OK. Parce que il va sortir sur console, puis ça va probablement prendre une autre année avant qu'il sorte sur PC. Donc je vais peut-être même l'acheter 2 fois. Obligé. Pourquoi pas? Pas le choix. T'aimes-tu mieux jouer console ou PC? J'aime mieux jouer PC. Parce que, je sais pas. C'est peut-être le setup que j'aime. Mais j'ai pas fait le test, mais là, je pense que je me dis, je pourrais peut-être aussi essayer de brancher ma Xbox sur mon écran. Sur mon écran d'ordi. OK. C'est ton setup d'ordinateur. Comme moi, j'aime ça jouer sur PlayStation. Ma télé à 75 pouces, écoute... c'est ça, j'aime... Je sais pas. Moi, c'est pendant la pandémie, j'ai refait le Switch. J'ai été longtemps sur PC. Quand ça a été le temps de le changer, c'était moins cher une console. Puis j'avais les moyens pour une console. Fait que j'avais fait le Switch vers une console sur une console Microsoft. Puis j'ai refait le Switch parce que je voulais jouer à Call of Duty clavier-souris. OK. Donc je jouais beaucoup à Warzone sur console. Puis je m'en tirais bien. Puis je me disais, il me semble que c'était plus facile de jouer sur PC. Puis finalement, j'ai mes meilleurs scores que je les ai faits sur console avec une manette. Mais depuis, je suis resté sur PC. Puis j'ai joué Factorio, en fait. Et la seule raison, il n'y a même pas besoin d'avoir une bonne carte graphique dans l'ordi. Puis je peux jouer à Factorio. Puis je pense que ça me satisfait. Fait que, je sais pas. Puis à Call of Duty, t'as-tu le dernier? Comment tu le trouves? T'as-tu joué un peu? J'ai pas... J'ai arrêté à Modern Warfare 2. Donc, dans le remake, là, Modern Warfare 2. Le 3, je l'ai pas joué. J'ai pas joué au dernier Black Ops. Puis, je jouerai probablement pas non plus au prochain Black Ops. Okay. C'est Treyarch comme développeur. J'aime pas le rendu du jeu. J'aime pas les mécaniques gameplay. J'aime pas le visuel. J'aime pas les designs des guns. Je suis vraiment un Infinity Ward. Okay. Call of Duty, je l'ai commencé avec le premier, qui était une chicane qu'il y avait eu avec la gang de Medal of Honor. Ils ont dit d'abord, nous autres, on va aller faire notre jeu. Donc, ils ont fait Call of Duty. Je les ai suivis là, jusqu'à la débandade, justement, du premier Modern Warfare 2 où les deux, Vince Zampella et l'autre, je ne sais plus son nom, sont partis puis ont fondé Respawn Studio qui nous a donné les 2 Titanfall.
Ben, moi, j'ai suivi cette partie-là. C'était, à mon sens, à moi, l'âge d'or de Call of Duty, là. Modern Warfare, le premier Modern Warfare, jusqu'à la chicane avec Activision. Puis là, depuis, c'est hit or miss, à mon sens. Là. Le dernier vraiment bon, c'était le remake de Modern Warfare. Fait que le Warzone, tu joues à Warzone pas parce que c'est comme quelque chose à côté, c'est pas tout à fait la même chose. Tu vas même pas dans le jeu grossir tes guns parce que tu peux aller optimiser tes guns un peu dans. Ben, c'est ça, c'est là qui fait que je jouais à Warzone parce que j'avais joué à Modern Warfare. Fait que j'ai été équipé, j'avais mes guns, c'était le fun, je pouvais faire les loadouts que je voulais. Là, j'ai rejoué récemment à Warzone, puis ben, vu que je peux pas faire de loadout le fun, puis que le jeu dépend vraiment des loadouts, ben, il est moins intéressant. Ils sont plus longs à développer. Tu peux le faire quand même, mais ça prend plus de temps. Il faut que tu prennes le bon gun, tu joues plus avec, puis tu les cherches, puis tu les tires un peu dans le temps. Il suffit qu'il y ait une patch, la méta change, le gun que tu as passé 15 heures à monter, il est plus bon. Ça t'en prend un autre. Tu recommences. Puis le dernier gameplay, comment tu l'as trouvé? Moi, j'ai arrêté, là. J'aimais ça, mais ça prend de l'investissement pour être bon, parce que tu connais pas les cartes, tu connais pas les endroits où tu te fais dropper. Non, ben, j'ai joué au bêta du dernier, puis c'est tout. Là. Puis le dernier Warzone, j'ai rejoué quand ils ont ramené Verdansk. J'avais un bon feeling, il était le fun, mais j'ai pas mis assez de temps parce que j'avais d'autres envies de jouer de jeu. Puis encore là, tu sais, c'est à coup de 2 heures. Souvent, c'est des jeux qu'il faut que tu passes des soirées à jouer pour avoir du fun, puis apprendre les méthodes, puis les cartes. Puis tout. C'est bon. Regarde, ça fait quand même déjà un petit bout qu'on est ensemble. La soirée est bien avancée. Ben, je te remercie beaucoup. Là, ça serait le temps de conclure. Je sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Plugger ton show, plugger... Ah oui, parce que moi j'ai pas de plateforme personnelle là, puis je suis vraiment pour Arcade Québec là. Je travaille avec Stéphane là, depuis puis Guillaume depuis ça va faire 10 ans. Ben ça fait 10 ans en fait. On approche le show 500. C'est un show qu'on enregistre à toutes les semaines le mercredi live sur Twitch. Sinon c'est disponible le jeudi matin sur toutes les plateformes de streaming. Donc gênez-vous pas pour aller l'écouter, nous envoyer vos commentaires, puis selon Stéphane, on a des gens qui envoient encore des courriels. Donc, arcadequebec, @gmail.com pour les vieux ploucs, comme dirait Stéphane. Donc, Puis j'ai compris que tu travailles avec Stéphane. C'est pas juste un plaisir de passer du temps avec, c'est un travail avec Stéphane. C'est parfait, j'ai bien noté. Je comprends bien. Non, ben... C'est le bout de sérieux de notre relation. Oui, ok, c'est le bout de sérieux. Non, je trouve ça très drôle. Ben, c'est bien, ben merci beaucoup. Puis très bon show, continuez, lâchez pas, honnêtement. Là, ça fait 10 ans, mais il faut pas vous lâcher. Je pense que c'est un bon. Vous faites un bon show de bonne qualité, c'est vraiment très fun de vous écouter. Ben merci. C'est rare que j'ai les commentaires directs. Souvent, ça passe par Stéphane. Moi, j'ai l'information que Stéphane nous relaie. Il fait qu'il nous relaie juste les bons trucs. Mais merci pour les bons mots, merci pour les commentaires. Puis il y a pas beaucoup, honnêtement, il n'y a pas beaucoup de mauvais trucs dans ce que vous faites. Là. La qualité de ce que vous faites est quand même impressionnante. La régularité, c'est capoté là, de ce que ça demande. Nos opinions pourraient être litigieuses par moment. Là. Non, ça je comprends, mais tu sais, c'est tout. Oui, mais c'est du podcast là aussi. Personne paye, puis la qualité que vous faites pour quelque chose de gratuit comme vous faites, c'est hallucinant. Là. Puis la régularité. Oui, ça vaut cher. Puis, une bonne dose de fibres à toutes les semaines. C'est clair. Puis c'est à toutes les semaines, même pas 2 semaines. Fait que merci beaucoup. Pour ce qui est du backlog, ben, c'est possible de voir la vidéo sur Twitch, sur YouTube. Sinon, ben vous pouvez la voir sur Spotify, sur Google Podcast et Apple Podcast aussi. Je l'oublie tout le temps. Je suis très Android et PC, fait que les Apple, je suis un peu moins là. Je passe de l'autre côté du obscur du côté PC quand je parle de ça, fait que je l'oublie souvent. Fait que merci beaucoup, puis bonne soirée.